sommes avec Maxence Petit, qui est le président et cofondateur de Colivio. Bonjour Maxence. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter Colivio? Donc moi j'ai 37 ans. À titre perso, je suis papa de deux jeunes petites filles. Je suis marié. J'ai une vie d'entrepreneur depuis une grosse dizaine d'années au service des seniors. Parce que j'ai développé une première structure qui s'appelle Sonalto, qui a développé des aides auditives à destination des personnes âgées, avec l'idée de les rendre les plus accessibles possibles, tant au niveau du prix que dans la démarche d'acquisition. C'est une structure que j'ai portée pendant un peu plus de 8 ans, que j'ai revendue au groupe Urgo il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, qui est aujourd'hui distribuée dans plus de 7000 pharmacies. Lorsque nous y étions, on a équipé plus de 100 000 personnes. C'est une vraie fierté parce que c'était un gros sujet de société qui, d'ailleurs, a, je dirais, un lien avec notre nouveau projet, puisqu'il s'agit toujours de casser l'isolement des personnes âgées. C'est des formes d'isolement différentes, mais la perte d'audition était elle aussi une forme d'isolement. Et depuis cette première aventure, j'ai passé pas mal de temps évidemment dans des établissements médico-sociaux, mais aussi au domicile traditionnel de nos aînés, pour prendre conscience des solutions justement qui s'offrent dans le parcours de vie de personnes âgées, particulièrement au moment de la perte d'autonomie. Et à titre très perso, j'ai été amené à aller voir ma grand-mère en EHPAD il y a un peu plus de 2 ans, ce qui ne m'a pas permis de découvrir ce que je savais déjà sur le type de structure, sur l'organisation de ces structures-là, qui a du bien et du moins bien. Et il ne s'agit pas de dire je ne suis pas dans la logique de ceux qui font de l'EHPAD bashing. Je crois que c'est vraiment des structures assez extraordinaires pour des personnes en grande dépendance, où les personnes qui y travaillent sont totalement dévouées à leur cause, avec les moyens qu'ils ont. Ce qui m'a interpellé, je dirais, c'est pour une personne qui, en l'occurrence, pour ceux qui vont nous écouter, qui sont un peu familiers avec ces notions de GIR, puisqu'on évalue en France la perte d'autonomie en GIR. Disons que les EHPAD ont de plus en plus tendance à se concentrer sur la grande, voire de la très grande dépendance, c'est-à-dire les GIR 1, 2, ce qui n'était pas encore le cas il y a une quinzaine d'années, voire un peu plus, où on pouvait voir des personnes un peu plus autonomes, qui étaient fragilisées, qui étaient un peu plus isolées socialement et qui décidaient de rentrer en EHPAD. Aujourd'hui, pour des raisons démographiques et culturelles, on voit qu'il y a vraiment une concentration importante de ces GIR 1-2. Et moi, ma grand-mère était dans un stade un petit peu d'entre-deux, justement, où elle voulait plus retourner chez elle après un accident, après une chute. Et j'ai vu très rapidement, au bout de quelques semaines, une forme de glissement qui m'a interpellé parce que ce glissement a généré une perte d'identité assez rapide. Et avec la perte d'identité, il y a la perte de dignité qui vient avec. Et moi, ça m'a évidemment, à titre perso, ça m'a interpellé, ça m'a même fait de la peine. Mais ça m'a surtout interrogé sur la nécessité d'apporter des solutions complémentaires aux solutions existantes. Comme je vous le disais, on a effectivement ces solutions pour personnes très dépendantes d'un côté avec les EHPAD. De l'autre, on a des résidences services seniors qui se développent de façon très significative depuis quelques années et qui ont plutôt tendance à adresser une population encore autonome. L'enjeu, c'est plutôt de casser l'isolement social qu'autre chose, et c'est très bien. Il y a certainement une logique de créer, je dirais, une solution un petit peu intermédiaire pour des personnes qui, dans leur parcours de vie, sont fragilisées en termes d'autonomie, ressentent le fait que leur domicile traditionnel n'est pas forcément adapté à cette évolution de leur autonomie, que le maintien au domicile traditionnel, même si c'est ce que veulent une grande partie des Français, puisque 90% des Français disent vouloir vieillir le plus longtemps possible à domicile, ça génère aussi de l'isolement social. Et puis vient ce moment un petit peu fatidique où on va avoir besoin d'un accompagnement. Quelques heures au début, puis de plus en plus, et avec une problématique aussi la nuit qui vient se poser. Et c'est ce moment un petit peu charnière, je dirais, dans le parcours de vie, qui est souvent associé d'ailleurs à la perte du conjoint ou de la conjointe, qu'on essaye d'adresser avec Colivio, avec une proposition un petit peu différente, qui est en l'occurrence de recréer un domicile. Vraiment, on est dans cette logique de
faire en sorte que les personnes soient chez elles. Alors c'est un nouveau chez soi, c'est un nouveau domicile, mais qui s'appuie en fait sur 3 piliers. Le premier, c'est la mutualisation des surfaces. Donc en gros, vous allez avoir un espace de vie qui va être dédié à 8 personnes qui ont chacune un espace privatif avec salle de bain qui fait une petite trentaine de mètres carrés. Et puis des grands espaces de vie communs dans lesquels vous allez avoir une cuisine ouverte sur une salle à manger, un séjour, un petit salon un peu plus intimiste et un certain nombre de pièces, je dirais, un peu plus fonctionnelles, type buanderie commune. Voilà. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est justement l'accompagnement. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que cet accompagnement représente un coût qui est exponentiel, qui va avec la perte d'autonomie. Dans les premiers temps de la perte d'autonomie, on peut avoir, grâce à l'APA, etc., droit à 1, 2, 3 heures dans la semaine, ce qui peut aider pour un certain nombre d'accomplissements de la vie quotidienne. Ça ne suffit plus à partir d'un certain moment, ou alors il va falloir y aller de sa poche. Et là, on arrive tout de suite à des coûts de prise en charge, d'accompagnement qui sont extrêmement importants. Et donc, la logique pour nous, c'est de mutualiser cet accompagnement entre 8 personnes qui vont faire ce choix d'avoir des auxiliaires de vie qui vont les accompagner jour et nuit. Donc ça, voilà, ça c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, qui est peut-être la conséquence des 2 premiers, mais aussi peut-être le plus important, c'est un projet de vie sociale partagé. C'est-à-dire que l'idée, c'est évidemment de préserver l'intimité de chacun, que chacun puisse se sentir chez soi, mais qu'en même temps, il y ait cette logique participative d'organisation, je dirais presque familiale, dans laquelle chacun va trouver sa place, dans laquelle chacun va aussi développer un sentiment d'inclusion et d'utilité sociale. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il ne s'agit pas, par exemple, pour prendre un exemple très typique des repas, le choix des repas et la préparation et la prise des repas, c'est une action volontaire de la part des habitants. Il ne s'agit pas de leur dire ce qu'ils vont manger, ni d'ailleurs l'heure à laquelle ils vont se lever, à laquelle ils vont se coucher. Ils sont libres, ils sont chez eux. Et en revanche, ce qu'on les invite à faire, c'est de participer justement à cette vie collective ou semi-collective, ce qui doit leur permettre d'alimenter ce sentiment d'inclusion et d'utilité sociale. Même pour quelqu'un qui est relativement atteint dans son autonomie, on pourra toujours lui proposer d'être autour de la table pour aider à préparer le repas, même s'il peut plus forcément faire beaucoup de choses. Le fait de participer est extrêmement important dans, je dirais justement, ce sentiment d'utilité, d'inclusion. Et puis, c'est des raisons de se maintenir dans l'action. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, nous, qui nous a beaucoup marqué quand on a étudié un petit peu les besoins et les solutions existantes. C'est un petit peu ce phénomène d'infantilisation qu'on a avec les personnes âgées au sens large, d'ailleurs. Moi, c'est quelque chose qui me marque beaucoup et qui me dérange. Considérer que quelqu'un qui est fragilisé physiquement, même cognitivement, doit être pris en charge comme un enfant, accompagné comme un enfant en bas âge. On arrive à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une perte de dignité qui vient très vite et qui est un peu je dirais notre combat. Les habitants seront locataires. Les habitants sont locataires, exactement. Comment est-ce que vous faites pour choisir des personnes qui vont bien s'entendre dans l'habitat partagé? Alors, il y a une partie de la responsabilité qui nous revient, puisque les premières personnes qui vont intégrer les lieux, par évidence, c'est nous qui allons. Alors, je déteste la notion de sélection, mais il y a cette logique de trouver un socle de personnes qui sont à même de vivre ensemble, déjà qui sont à même de vivre dans ce type de maison. Donc, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Sure. Et ça, c'est à nous de l'appréhender pour ce qui est des premières personnes. Ensuite, tout l'enjeu, c'est que les premiers arrivés puissent participer à la cooptation des prochains. Et donc, c'est une logique, je dirais, de concertation. D'un côté, vous avez une personne qui voudrait expérimenter
cette solution qui va pouvoir venir pendant au moins un mois la journée, qui ne dormira pas sur place, mais qui viendra en journée, et puis qui pourra formuler au bout d'un mois sa volonté ou non de venir y vivre. Et en fonction de cette volonté, les personnes qui vivent déjà pourront avoir, je dirais, une forme de droit de veto si elles estiment que ce n'est pas une personne avec laquelle tout simplement elles se sentent à l'aise pour vivre. Et il faut vraiment qu'on soit dans cette logique, alors sans être béni oui-oui, c'est-à-dire que même si la génération à laquelle on s'adresse est une génération qui a connu 68, on n'est pas dans une logique absolument nécessairement de copinage. C'est une logique simplement de faire en sorte que chacun se sente préservé et dans son intimité et dans son désir d'évoluer selon ses valeurs, selon son mode de fonctionnement, sans que ça puisse être entravé par un mode de fonctionnement d'une autre personne qui aurait une manière de penser ou d'agir différente. C'est plus des valeurs communes, j'imagine. C'est exactement ça, c'est des valeurs communes. Le plus possible, ça peut être aussi des centres d'intérêt communs. Ça, c'est des choses qui peuvent beaucoup réunir. Alors, il s'agit pas de créer un club de bridge pour faire dans la caricature. Il s'agit pas de faire un club de bridge à demeure, ni un club de lecture, ni autre chose. Il s'agit de définir effectivement les raisons de se réunir et d'essayer de tirer évidemment le plus possible vers ces raisons qui portent à apprécier le fait de vivre avec l'autre. Avec votre vision, il y a un ou plusieurs profils qui se dégagent. C'est des célibataires, c'est des femmes, c'est des hommes. Il y a quelque chose qui se dégage. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, dans l'étude qu'on fait du parcours de vie, on comprend que ce moment de fragilisation, aussi bien physique que psychologique, vient beaucoup au moment de la perte du conjoint ou de la conjointe. Donc nous, on a conçu pour la plupart des maisons qu'on est en train de faire sortir de terre, ce sont des espaces privatifs pour des personnes seules. Néanmoins, on a un premier domicile partagé qui va ouvrir à Lourdes dans quelques semaines, dans lequel on a quand même souhaité avoir en l'occurrence un petit 2 pièces qui fait 42 mètres carrés et qui est destiné à accueillir éventuellement des couples. C'est quelque chose qu'on ouvrira peut-être plus volontiers dans le futur. Pour l'instant, c'est vrai que notre intuition, c'est que ce type de maison va surtout, comme je vous disais tout à l'heure, on parle aussi de cette logique de casser l'isolement social. Ça va d'autant plus parler à des personnes qui vivent seules. Comment est-ce que comment est-ce que vous allez faire pour choisir les lieux en fait par exemple, Lourdes, vous avez choisi comment Lourdes et d'autres villes, comment choisi on sait que les résidences services seniors, c'est plutôt des tailles enfin des villes de telle taille, plutôt en centre-ville. Comment est-ce que vous faites pour choisir l'habitat partagé? Les lieux, j'entends. Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse, la vie d'un entrepreneur est faite d'opportunités qu'il faut savoir saisir. Et on a eu la chance de rencontrer une femme assez extraordinaire qui s'appelle Maïlis Kanzler, qui développe des domiciles partagés pour personnes en situation de handicap. Et il se trouve que dans l'immeuble qu'elle avait racheté à Lourdes, elle avait une surface dans laquelle on pouvait créer notre domicile partagé. Et c'était il y a un peu plus d'un an, donc quelques mois après que nous soyons lancés. Et donc, on a saisi cette occasion pour créer notre premier domicile. Étant basé à Paris, on n'allait pas nécessairement volontairement cibler Lourdes en première intention, même si c'est une ville par ailleurs assez extraordinaire. Mais il se trouve que cette opportunité nous a semblé être la bonne pour lancer. Aujourd'hui, du fait de notre implantation, on regarde beaucoup en Île-de-France, mais pas seulement, dans toutes les agglomérations. On a des acteurs un petit peu dans un positionnement assez similaire au nôtre qui ont fait le choix déjà depuis plusieurs années d'adresser la population rurale. En l'occurrence, je pense à Agevi, qui a été racheté par Corian il y a déjà quelques temps. Nous, on a plutôt une logique d'adresser une population urbaine et périurbaine. On est, je dirais, drivé par un certain nombre d'objectifs. Le premier étant d'implanter nos maisons, contrairement à ce qui peut se faire
chez certains de nos amis qui font un peu ce même concept de domicile partagé, on a cette volonté de casser une forme de ghettoisation qu'on connaît trop justement dans l'implantation de structures pour personnes âgées. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, quand on s'est lancé, on est allé voir, on a rencontré plus de 150 communes avec mon associé, de maires pour l'essentiel, pour leur demander du foncier municipal et pour construire des maisons. Et puis on s'est rendu compte qu'on allait revenir à une forme de ghettoisation parce qu'aussi bien vous pouvez mettre une maison en plein cœur d'un bourg, à partir du moment où elle est destinée exclusivement à des personnes âgées, on va recréer une forme de ghettoisation qui ne nous plaisait pas trop. Et finalement, l'orientation qu'on a souhaité prendre, c'est de travailler avec les promoteurs immobiliers, à qui aujourd'hui on achète sur plan, donc en VFA, des parties de programme de logements qu'ils conçoivent. Ce qui, pour nous, a deux effets extrêmement intéressants. Le premier, c'est que ça nous permet de nous concentrer sur ce que doit être notre métier, à savoir l'accompagnement des personnes âgées, avec tout ce que ça peut comporter, je dirais, en termes d'exploitation, et de ne pas venir sur ce métier de la promotion, de la construction, qui sont des métiers compliqués et encore une fois, qui ne sont pas les nôtres. Ça, c'est, je dirais, plutôt une modalité qu'autre chose. Le vrai intérêt de procéder comme ça, c'est que ça nous permet de développer une dynamique intergénérationnelle de facto, puisque au-dessus, en dessous, vous avez des familles, vous avez des personnes du tout venant qui s'installent, qui font l'acquisition de leur lieu de vie. Et donc, on va avoir cette logique que nous, on aime beaucoup d'avoir voilà, des personnes de tout horizon, de toute génération qui vont se rencontrer au sein d'un immeuble ou d'une résidence lorsqu'on parle de gros programmes. D'accord. Donc c'est plutôt des appartements dans des immeubles qui vont être construits par des promoteurs. Exactement. Nous, pour la plupart des cas, on essaye de prendre le rez-de-chaussée et le premier étage, voire que le rez-de-chaussée quand c'est possible. Et à plus forte raison, quand ça nous permet d'accéder à des jardins, qu'ils soient privatifs ou partagés. La logique de jardin privatif n'est pas forcément importante pour nous. Elle est même plutôt antinomique avec l'idée qu'on se fait justement de ce type de domicile. Le principe le jardin partagé, pour nous, c'est assez génial. Alors, en fait, je vous dirais que même si c'était des jardins privatifs, en l'occurrence, ils seraient ouverts à l'extérieur, justement pour que le plus possible, on arrive à faire en sorte que les voisins, mais aussi le tissu associatif et plus encore les proches, soient invités à venir le plus possible dans la maison, parce que là aussi, c'est un constat qu'on a fait, aussi bien en domicile traditionnel que dans les établissements sociaux, médico-sociaux. Finalement, l'isolement social, il vient aussi du fait que les proches sont, au fur et à mesure du temps, de moins en moins à l'aise à venir visiter leur aîné, soit parce que ça leur paraît pas suffisamment attractif quand il s'agit d'aller dans un domicile traditionnel. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Parce que c'est pour des plus jeunes qui vivent à un tout autre rythme, etc., c'est clairement pas ce qu'il y a de plus attractif, pour être clair. De l'autre côté, pour tout ce qui est établissements médico-sociaux, c'est un petit peu la même logique, voire ce qu'on ressort dans nos études, c'est que il y a même un sentiment pour certains un petit peu de honte de ne pas pouvoir mieux accompagner leur aîné. Et donc, la honte peut amener à ce que finalement, on préfère ne pas s'y confronter. Bien sûr, bien sûr. Nous, tout l'enjeu, justement, c'est de recréer des lieux de vie, avant tout, de créer un endroit où les gens vont avoir envie de venir pour partager du temps avec leurs proches, mais aussi avec les autres habitants, puisque on est dans une taille d'habitat très, très petit, 8 personnes. Donc, ça peut aussi permettre de créer du lien avec les autres habitants, ce que vous aurez du mal à faire dans un établissement de très grande taille où finalement vous croiserez, hormis la personne que vous venez visiter, vous croiserez rarement les mêmes personnes d'une semaine à l'autre. Là, on est vraiment dans cette logique de petite unité de vie, ce qui doit favoriser justement je dirais cette proximité et le fait de développer de l'affect entre les personnes de l'extérieur et les personnes qui vivent dans le lieu.
Dans l'appartement, enfin dans le logement, les personnes, la zone privative, la zone plus privée, c'est la chambre. Je ne sais pas si vous appelez ça chambre ou mini studio. Enfin, c'est la zone privatisée. Est-ce que dans cette zone-là, en fait, vous imaginez, vous l'imaginez meublée ou est-ce que la personne peut ramener quelques-uns de ses meubles? Alors, on veut surtout pas qu'elle soit meublée. D'accord. On veut surtout pas qu'elle soit meublée parce qu'encore une fois, les gens sont chez eux. Hum. C'est là où ça se distingue un petit peu de la notion de co-living telle on la connaît pour les plus jeunes générations et telle que ça se développe aujourd'hui, où en général, c'est pour l'essentiel meublé. Nous, on pense que quand on arrive dans un lieu comme celui-là, à 80, 85 ans, peut-être moins, peut-être plus, ça représente déjà en soi une forme un changement extrêmement significatif. Il faut qu'on puisse recréer son chez-soi, il faut qu'on puisse installer ses meubles. Évidemment, si la personne a besoin d'un équipement particulier jusqu'au lit médicalisé ou autre, on sera à même de lui fournir, de lui proposer une solution. Mais il faut vraiment que la personne puisse recréer son environnement et qu'elle se sente encore une fois chez elle. Vos objectifs, en fait, dans 5 ans, vous imaginez à combien d'appartements partagés? Alors nous, on regarde plutôt à 15 ans. D'accord, si vous voulez. Mais globalement, nous, on a un objectif à terme d'avoir ouvert entre 200 et 300 maisons. Ce qu'on appelle une maison, en l'occurrence, c'est 2 domiciles partagés. Un domicile, c'est 8 personnes. Systématiquement, dans un programme, on crée 2 habitats partagés au même endroit parce que ça nous permet, entre autres, de mutualiser les frais de nuit des auxiliaires de vie qui sont là la nuit, où on estime que autant la journée, un ou une auxiliaire de vie pour 8 personnes est un niveau d'encadrement, d'accompagnement extrêmement important déjà. La nuit, ça ne se justifierait pas. Et par souci d'optimisation aussi de cette mutualisation, on propose de mettre à disposition une personne pour donc 16, un ou une auxiliaire pour 16 personnes. D'accord. Pour avoir un objectif aussi important, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez en ouvrir régulièrement tous les mois, dans les prochaines années. Dans les prochaines années, oui. Alors que là, on est en phase de lancement. On a donc notre premier domicile partagé qui ouvre à Lourdes, a priori au mois de juin. En fait, pour tout vous dire, le lieu est prêt à ouvrir. Mais on a préféré attendre que les personnes soient vaccinées pour ouvrir, considérant que ce serait un petit peu hasardeux d'ouvrir dans les conditions actuelles. C'est un petit peu frustrant pour nous, je vous avoue, parce que c'est 2 ans de travail et qu'on aimerait bien pouvoir lancer la machine. Et en même temps, on pense qu'il faut être raisonnable et savoir, savoir être patient. On a aujourd'hui réalisé nos premières acquisitions donc sur plan. Donc on a une foncière partenaire en fait, à qui on propose des projets d'implantation, qui achètent pour notre compte. Et nous, on signe un bail vis-à-vis de cette foncière partenaire. Donc, on a des premières opérations qui ont été réalisées, signées. On en a une grosse dizaine en cours d'études, je dirais avancées, c'est-à-dire avec des offres qui ont été déjà formulées. Donc, on a un objectif d'ores et déjà pour cette année d'avoir finalisé une grosse dizaine d'opérations qui ouvriront globalement entre 2022 et 2023. Et notre grosse partie de notre boulot de ces prochains mois, c'est de continuer à alimenter ce pipe d'implantation pour arriver assez rapidement à un rythme d'une 30aine de signatures par an, qui, dans 2 ans, généreront donc une 30aine d'ouvertures par an. D'accord. Les opportunités pour le pipe, comme vous dites, viennent d'où en fait? C'est les promoteurs qui commencent déjà à vous proposer des idées parce qu'ils vous entendez parler de vous, ou c'est vous en fait qui allez vous tenir au courant dans telle ville, tel projet en cours, tel que je vais les contacter le promoteur? Alors, en fait, les deux. C'est-à-dire que quand on a commencé, par évidence, on n'était pas connu des promoteurs. Et donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est tout simplement de contacter les commerciaux qui étaient en charge de commercialiser un programme immobilier dans une zone qui nous intéresse, où on estime qu'il y a un besoin, aussi bien parce qu'on a benchmarké la zone en question, parce que on estime qu'il y a un besoin d'apporter une solution complémentaire. Et donc, les premières opérations ont été générées comme cela. Depuis, on a eu l'occasion de rencontrer à peu près tous les gros promoteurs de la place
les gros et les moins gros d'ailleurs. Alors pour les moins gros, évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup, donc on les a pas tous vus, mais on est maintenant de plus en plus identifiés. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup les promoteurs qui viennent à nous pour nous proposer des projets d'implantation, soit parce qu'ils sont dans le cas d'un programme en développement dans lesquels ils ont estimé que ça avait du sens de nous faire venir, parce qu'ils veulent se différencier, enfin ils veulent différencier leur programme, parce que ils veulent créer une dynamique intergénérationnelle, parce qu'aussi, il ne faut pas se cacher qu'on leur achète des grosses surfaces d'un coup. Donc, dans le contexte actuel, je pense que ça ne leur déplaît pas. Et puis, des programmes aussi en phase de consultation, c'est-à-dire d'appel d'offres, en fait, hein, qui émanent pour l'essentiel de communes, où là, on représente aussi une forme d'intérêt parce que pour une commune, si vous lisez n'importe quel PLU d'une commune française, vous verrez que le parcours des personnes âgées est une problématique centrale. Et donc, on nous permet d'apporter une réponse innovante qui ne nécessite pas forcément, je dirais, la même charge foncière que des établissements traditionnels de très grande taille, hein, qui ont besoin d'un minimum 5000 m² pour s'implanter. Donc, typiquement, dans des villes de taille moyenne, voire des petites villes, on a une solution qui plaît beaucoup parce que ça vient apporter une réponse très concrète sur le territoire, alors qu'a priori, une plus grosse structure ne serait pas possible. Le, quels sont les critères d'une zone idéale pour un habitat partagé? Alors Dans la nous, zone aux alentours, hein, bien sûr. ouais, alors nous, on est très attentifs. J'utilise souvent cette expression qui peut paraître un peu gnangnan, mais je la dirais quand même. On veut être en cœur de vie. Il ne s'agit pas forcément d'être en cœur de ville à proprement parler, mais voilà, on veut encore une fois casser ce process de ghettoisation qu'on connaît un peu trop aujourd'hui des personnes âgées, d'ailleurs des personnes fragiles au sens large. On essaye aussi, si vous voulez, de permettre à des personnes de rester dans leur environnement connu. Là aussi, pour ne pas créer de fractures dans leur parcours de vie. Donc, le plus possible, on essaye d'être proche des commodités, des commerces, des cabinets médicaux, etc. Parce que ce que ça va permettre de faire, c'est que les personnes qui vont venir vivre dans une maison Colivio vont préserver leur environnement connu, à savoir leurs amis, éventuellement leurs proches s'ils vivent à côté, mais aussi leur médecin traitant, le pharmacien avec qui ils ont peut-être une vraie relation, en tout cas avec lequel ils ont l'habitude d'échanger. Voilà, l'ensemble des interlocuteurs de leur vie, ce qui évite de créer une fracture, en fait, là aussi dans leur parcours de vie, ce qui est assez dramatique, en fait, hein, on le voit, cette fracture un petit peu brutale lorsqu'on passe de son domicile traditionnel à une autre forme de logement, aujourd'hui, n'est franchement pas propice au maintien de la personne, aussi bien dans son intégrité physique que psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, le premier ou les deux premiers résidents ou résidentes, vous les cherchez dans l'environnement très proche en fait de la résidence. Ouais, en tout cas, nous, en fait, le process, si vous voulez, c'est que au moment d'une ouverture, on communique autour du lieu pour faire savoir que ça va ouvrir. On propose des portes ouvertes. Qui veut vient, évidemment. Et on ne va pas exclure quelqu'un qui nous dit j'habite à 50 km de là, il n'en est pas question. Mais en tout cas, dans l'intention, c'est vrai qu'on sait, du début d'expérience qu'on a, entre autres à Lourdes, où on a commencé à identifier un certain nombre de profils pour l'ouverture en juin, on sait que les personnes les plus intéressées sont des personnes qui finalement vivent déjà dans le centre-ville de Lourdes et qui sont très heureuses d'imaginer pouvoir justement préserver l'environnement dans lequel elles ont toujours vécu. Au niveau des prix de location, en fait, comment ça va se situer par rapport à une résidence service senior, par rapport à une location traditionnelle, une résidence service senior et un EHPAD, même si ce n'est pas comparable? Alors, la réponse est un peu compliquée parce que si on regarde d'un point de vue loyer, globalement, on va se situer dans ce qui est proposé par une résidence service senior. Donc, ce qui prend en compte le fait qu'on est en fait sur un loyer assez classique, un loyer de marché, avec je dirais un petit surplus qui est lié à une structure qui est la plus adaptée possible à l'usage qui va en être fait donc par des personnes
potentiellement en perte de mobilité, en perte d'autonomie, avec tout ce que ça peut représenter en termes d'aménagement, etc. En termes de services, on va être globalement, pour vous donner un exemple très concret, à Lourdes, où on adresse une population qui est assez, je dirais, sociale. On représente un reste à charge globalement autour de 1 500 euros, un petit peu moins de 1 500 euros en reste à charge. On a d'autres projets, par exemple dans l'Ouest parisien, où là, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, puisque et le loyer est plus cher, évidemment, beaucoup plus cher, mais on va avoir un accompagnement renforcé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas qu'une auxiliaire en continu, on aura sur une grosse partie de la journée 2 auxiliaires de vie. Et donc là, ça peut monter jusqu'à 5 000 euros de reste à charge. D'accord, d'accord. Un mot de conclusion pour l'émission? Écoutez, je pense qu'il y a une période qu'on connaît tous depuis 1 an qui doit amener un petit peu à réfléchir à des nouvelles façons de vivre, d'envisager le futur, aussi bien de toutes les générations et particulièrement de nos aînés, parce qu'on s'est bien rendu compte que la situation actuelle les avait beaucoup fragilisés, mais je crois que ça a surtout mis en exergue en fait leur isolement et le manque de solutions qu'elles ont structurellement, à vrai dire. On parle d'une génération qui arrive, qui est une génération qui est souvent décrite comme dorée, comme ayant eu beaucoup de chance, etc. Moi, peut-être que c'est vrai, et tant mieux. Et autant continuer dans cette voie-là, et donc apportons des solutions les plus innovantes possibles, les plus positives possibles, les plus inclusives possibles, de façon à ce que pour nous aussi, en tant que plus jeunes, mais demain, on est des futurs vieux, hein, en tout cas on peut l'espérer, essayons de se projeter dans un monde où on arrête de mettre les personnes les plus fragiles de côté, où on essaye de créer un vivre ensemble qui soit un petit peu plus tourné vers la cohésion que ce qu'on a, je pense, fait ces dernières années. Super. Merci Maxence. Maxence Petit, je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Colivio, qui est spécialisé dans l'habitat partagé pour personnes âgées. Merci beaucoup. Merci à vous.